L'histoire s'ouvre dans une Corée du Sud dystopique où la corruption, le chômage et les inégalités ont ravagé la société. Cela a entraîné des manifestations nationales et les rues ressemblent à une zone de guerre. Pour détourner l'attention du public, le président du pays, Eo Jung-se, prononce un discours passionné diffusé à la nation. Il propose une mesure spectaculaire, désormais, les procès de haut niveau seront diffusés à la télévision pour que tout le monde puisse les suivre. Tous les citoyens pourront également participer aux audiences en votant leur verdict via une application. Ces audiences publiques seront présidées par Kang Yo-han, un juge réputé pour sa brutalité. À l'insu du peuple, le président est au travail uniquement pour le bénéfice d'un groupe de milliardaires ultra-riches représentant les plus grands conglomérats de Corée. Le jour suivant, Kim Ga-on, un jeune juge adjoint, arrive à son nouveau poste à la Cour suprême. Il sera le bras droit de Kang dans le controversé nouveau Live Trial Show. Il est révélé qu'il a été choisi pour ce poste par le juge associé et son ancien professeur Min Jong-ho. L'homme âgé est extrêmement suspicieux de la montée en puissance rapide de Kang et veut que son étudiant le surveille. Peu de temps après, Kim s'installe dans le bureau qu'il partagera avec la jeune juge associée au Jinju. Elle sera le troisième membre du tribunal dans le Live Trial Show et il s'avère qu'elle est une grande fan de Kang. Pendant ce temps, le premier procès à être diffusé dans le Live Trial Show est décidé. Il s'agit de l'affaire contre le président Ju Il-do de JU Chemical, accusé d'avoir déversé des toxines dangereuses dans une rivière, causant de graves dommages à un village voisin. Au bureau de JU Chemical, une équipe juridique examine sa stratégie pour le procès et décide de plaider non coupable. Ils soutiendront que le président Ju ne pouvait pas savoir qu'il y avait des toxines dans les déchets industriels. Dans le pire des cas, il sera accusé de négligence ayant entraîné la mort, une infraction passible d'une peine maximale de 5 ans. Le président Ju est sur le point de se fâcher, mais son avocat, Kao In-guk, le rassure en lui disant qu'il ne devra purger qu'1 an environ avant d'être libéré sous caution. Au tribunal, Kim demande au juge Min de lui donner la clé de la salle de stockage. Il veut accéder au dossier judiciaire vieux de 20 ans du président Ju. Il est révélé que le ministre de la Justice actuel, Cha Kyung-hee, était autrefois procureur. Pendant son mandat, Cha a secrètement aidé le président Ju à sortir de situations juridiques plusieurs fois. Lorsqu'elle s'est présentée aux élections pour l'Assemblée, Ju a soutenu financièrement sa campagne. Maintenant, le ministre Cha reste en retrait tandis que Kang, qu'elle soutient fermement, poursuit publiquement le président Ju. Kim est pleinement convaincu qu'il s'agit d'un procès fictif pour dissimuler les crimes de l'homme d'affaires. Cette nuit-là, Kim demande à son ami policier, So-yeon, un dispositif de transmission audio utilisé pour l'espionnage. Il ne lui dit pas pourquoi il en a besoin, mais elle le lui installe quand même. Le lendemain, Kim arrive tôt au travail et se faufile dans le bureau de Kang. Il cherche un endroit pour installer le transmetteur audio et finit par le placer sous un bureau. Mais avant qu'il ait le temps de repartir discrètement, Kang apparaît. Cela oblige Kim à mentir en disant qu'il était là pour emprunter un livre, et il parvient à s'échapper. Tout au long de la journée, Kim écoute les conversations téléphoniques de son supérieur via le transmetteur audio. Il entend Kang assurer au ministre Cha que le procès se déroulera selon la loi. Kang parle également à quelqu'un pour organiser une rencontre avec un médecin et promet de s'entretenir avec l'avocat du président Ju. Maintenant convaincu des intentions de son supérieur, Kim partage ses découvertes avec le juge Minute. Mais ils savent tous deux qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour prouver une quelconque faute. La seule chose qu'ils peuvent faire est de surveiller Kang lors du procès du lendemain. Le jour du premier épisode du Live Trial Show arrive enfin et tout le monde, du président et aux citoyens ordinaires, regarde avec impatience. Le procès est censé restaurer la confiance publique dans les tribunaux, mais il commence plutôt comme un jeu télévisé, avec un animateur qui explique comment voter via une application. Les juges font également une entrée remarquée, Kang vêtu de blanc, entouré de Ho Jinju et de Kim en noir. Quelques instants plus tard, le procès commence avec le procureur exposant l'affaire contre JU Chemical pour avoir déversé des déchets toxiques dans les rivières locales. Il allègue que cela a causé 11 décès et que de nombreuses autres personnes souffrent de séquelles de santé durable. Après l'appel émotionnel du procureur, 70% des téléspectateurs votent coupable. Ensuite, la défense intervient et critique le procureur pour ses effets dramatiques. L'avocat Kao soutient que les installations de traitement des eaux usées ont été endommagées après l'effondrement d'un remblai, mais JU Chemical n'a mis qu'1 heure à fermer et réparer la fuite. Une vive dispute éclate alors entre les deux parties, obligeant Kang à annoncer une pause. À la reprise, Ho Jinju interroge la défense sur le timing étrange de cet accident et qui a endommagé les installations juste un jour après le premier décès. Mais l'avocat Kao soutient que le premier décès ne peut pas être lié à l'affaire car aucune autopsie n'a été pratiquée. Entre-temps, Kim se réveille lorsque la défense fait appel à un médecin à la barre.
Il suppose qu'il s'agit du même médecin avec lequel Kang avait organisé une rencontre la nuit précédente. Le médecin témoigne que l'eau contient des métaux lourds, mais soutient qu'ils pourraient provenir de divers polluants. Cela fait chuter le pourcentage de vote coupable de plus de 70% à un peu plus de 50%. Soudain, Kim demande des précisions sur les polluants spécifiques trouvés dans l'eau. Il parvient même à faire admettre au médecin, à contre-séure, que le polluant le plus présent était le cyanure. Cela oblige la défense à se mettre en mode gestion des dégâts et à arguer que le cyanure n'est dangereux qu'en forte concentration. Le médecin affirme également qu'il est l'expert ici, et qu'ils doivent l'écouter. Kim tente de riposter, mais Kang met fin à la discussion et suggère qu'il donne de l'eau au médecin. Peu après, Kang vérifie avec inquiétude pour s'assurer qu'ils ne lui ont pas accidentellement donné une bouteille d'eau contenant l'échantillon de la rivière. Son intuition se révèle juste lorsque le médecin recrache l'eau dans une panique, prouvant que l'eau de la rivière est effectivement dangereuse. Peu de temps après, la défense subit un autre coup lorsqu'un employé de l'usine révèle qu'il y avait des problèmes de contamination avant l'accident du Remblai. Il avait même signalé le problème au président Ju, mais l'homme d'affaires douteux avait ignoré ses préoccupations, disant qu'il se fichait de ce qui arriverait aux résidents âgés qui avaient déjà vécu une vie pleine. Le président Ju nie les allégations, mais l'employé continue de parler. Il dit que son surnom est Dr Safety en raison de son respect des consignes de sécurité. En entendant cela, Kim n'est pas sûr de savoir avec quel docteur Kang a rencontré la nuit dernière. Pendant ce temps, les votes de culpabilité dépassent les 90% alors que les dénégations du président Ju deviennent de plus en plus désespérées. Kang le pousse dans un coin, qualifiant ses actions de meurtre par négligence grave. C'est alors que le président Ju change de tactique et commence à pleurer, admettant qu'on lui avait parlé de la contamination mais qu'il ne pensait pas que cela causerait autant de douleur. Cela correspond exactement au pire scénario de l'avocat KO. Kang confirme alors que le président Ju avoue une négligence professionnelle ayant entraîné la mort. Kim est choqué d'entendre cela et il réalise enfin que c'était le résultat vers lequel Kang œuvrait toute la nuit. Ensuite, Kang annonce qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'intention de meurtre, mais que la négligence est évidente. La peine maximale pour négligence professionnelle ayant entraîné la mort est de 5 ans. Cependant, un projet de loi récent permet au juge d'infliger une peine cumulative tenant compte de toutes les victimes. Kang lit le nom de toutes les victimes pendant que leurs photos défilent à l'écran. Les membres de la famille dans la galerie pleurent alors que Kang condamne Chokam le président Ju à 235 ans de prison. Kim est complètement incrédule face à l'issue du procès tandis qu'une acclamation éclate dans la salle d'audience. À ce moment-là, Kang a un flashback d'une église en flammes où il tente d'atteindre quelqu'un de l'autre côté d'un tas de débris. Cette personne ressemble beaucoup à Kim Gaon, le juge adjoint. Après le succès de leur procès diffusé, Kang emmène son équipe dîner dans un restaurant chic. Une fois installé, il partage qu'il aime chasser pendant son temps libre et décrit même la sensation de tirer sur un animal comme palpitante. Il continue avec des images violentes, disant que, comme il n'a pas un bon goût, il expérimente la nourriture en la déchirant et en la broyant avec ses crocs. Mais Kim souligne que la plupart des gens appellent cela des dents. Pendant ce temps, Oh Jinju tente de détendre l'atmosphère et se demande si les papilles de Kang sont désensibilisées à force de manger de la nourriture haut de gamme toute sa vie. Le juge admet qu'il a grandi dans la richesse, mais que son père était un prêteur sur gage cruel. Une fois de plus, Kim intervient avec une remarque acerbe et qualifie son père de salaud sans cœur. Mais Kang réplique en disant que Kim devrait savoir, puisque sa famille était également criblée de dettes. Il évoque alors sans vergogne le double harakiri de ses parents qui l'ont laissé orphelin. Bien que le juge s'excuse immédiatement, Kim est déjà blessé et s'excuse, disant qu'il a l'estomac fragile. Plus tard, alors que Kim rentre chez lui, une voiture de sport fonce devant lui. Lee Young-min, le riche gamin au volant, manque de peu de renverser une table de personnes. Il manque ensuite de renverser un vieil homme portant un chariot et le fait tomber. Kim, qui a été témoin de l'incident, se précipite pour aider l'homme. Mais le riche gamin présente des excuses paresseuses et accélère. Pendant ce temps, le ministre Cha rend visite au Fonds de responsabilité sociale ou SRF. Elle rencontre le président du fonds, Seo Jong-ak, et l'accuse de s'être associé à Kang pour ce verdict surprise. Il est évident que personne au gouvernement ne s'attendait à ce que Ju soit reconnu coupable. Seo nie s'être associé à quiconque mais pense que gagner le soutien du public n'était pas une mauvaise stratégie. En quittant le bureau du ministre Cha, un secrétaire l'arrête et lui montre que le taux d'approbation du parti au pouvoir a augmenté de 17% après le procès. C'est une bonne nouvelle pour le ministre Cha, qui se prépare pour une candidature à la présidence. Le lendemain, Kim se rend chez Kang sous prétexte de rendre le livre qu'il avait emprunté. Le juge l'invitait à s'asseoir et les deux hommes se livrent à une conversation. Kim évoque Jang Ki-young, le travailleur de l'usine qui a donné le témoignage final dans l'affaire JU Chemical.
Il s'avère qu'il avait précédemment donné une autre déclaration soutenant son patron, le président Ju. Kim dit qu'il n'a jamais vu un témoin changer d'avis ainsi à la barre. Kang soutient qu'il a peut-être ressenti de la culpabilité, mais Kim pense qu'il a trop insisté pour faire de Ju un meurtrier. Lorsque Kang fait valoir que tout s'est bien passé, le jeune juge rétorque que les procès devraient être constitutionnels. Mais Kang maintient son point de vue et dit que les puissants utilisent tous les moyens nécessaires pour échapper tandis que les victimes sans défense pleurent. Une fois Kim sorti du bureau, il sort son téléphone et arrête d'enregistrer. Il s'avère qu'il avait enregistré leur conversation tout ce temps. Il appelle ensuite et demande à rencontrer son ami policier, So-Young, dans un magasin de proximité. Plus tard, ils entendent l'enregistrement de Kang parlant du travailleur de l'usine surnommé Docteur. So-Young ne trouve pas étrange que le témoin ait changé son témoignage. Et quand Kim insinue que Kang a manipulé le témoin, elle le prévient de ne pas discréditer le héros national en public, ou quelqu'un pourrait lui sauter dessus. Pendant ce temps, Lee est encore un fléau public dans sa voiture de sport. Une pauvre mère et son jeune fils ont le malheur de se trouver sur son chemin. Elle tente d'éviter sa voiture, mais finit par percuter son véhicule contre un panneau. Heureusement, la mère et le fils vont bien pour le moment. Par coïncidence, cet accident se produit juste devant Kim. Lui et So-Young poursuivent la voiture de Lee, mais il est évident qu'ils ne la rattraperont jamais. À ce moment-là, une troisième voiture, conduite par nul autre que Kang, entre dans la course. Il passe en trombe devant la voiture de So-Young et parvient à couper la route de Lee, le forçant à s'arrêter. Quelques instants plus tard, So-Young et Kim arrivent tandis que les deux hommes sortent de leur voiture. Kang enfourche tranquillement une paire de gants, puis sort un marteau-piqueur de son coffre. Kim observe tandis que le juge soulève le marteau et commence à détruire la précieuse voiture de Lee. Dans un retournement surprenant, Kang sort un sac de poudre blanche de sa manche et fait semblant de l'avoir trouvé dans la voiture de Lee. Le juge laisse même le jeune homme gâté toucher le sac pour qu'il ait ses empreintes digitales. Il lui fait savoir qu'il peut en faire une preuve s'il y répète ses actions. Kang lui offre alors une carte de métro et s'éloigne à toute vitesse dans sa propre voiture de sport. Le lendemain, So-Young se rend voir le témoin Jang Ki-young pour obtenir plus d'informations. Mais il refuse de lui parler et lui claque la porte au nez. So-Young interviewe ensuite le médecin qui avait témoigné lors du premier procès. Il lui raconte comment il a failli avoir un accident après avoir bu l'eau qu'on lui avait donnée au tribunal. Il est sûr que l'eau était trafiquée, bien que rien n'ait montré dans ses tests sanguins. Le jour suivant, Lee fait une crise de nerfs sur son lieu de travail. Il avait commandé un gâteau, mais il ne goûtait pas exactement comme il le voulait. Il s'avère qu'il est vice-président et est un fléau ici, tout comme il l'est sur la route. Plus tard, il sort un stage secret pour se détendre, mais son petit sac de poudre blanche lui fait juste penser à Kang. Au tribunal, Oh Jin-joo est déçu d'apprendre que Kang a échangé leur prochain dossier. Au lieu de l'affaire complexe pour laquelle elle avait étudié, ils vont entendre une affaire simple d'agression où la peine est seulement une amende. Le délinquant, un jeune homme, a commis plusieurs agressions, mais a toujours réglé à l'amiable. Malgré tout l'argent qu'il a utilisé pour régler, il est étrangement listé comme étant sans emploi. Jin-joo et Kim observent commettre sa profession pourrait avoir été intentionnelle si la police voulait lui donner un traitement de faveur. Pendant ce temps, So-Young a fouillé sur internet et trouve un commentaire négatif qui dit « Kang Yo-han est le diable ». Elle appelle ensuite Kim et lui dit qu'elle a déjà localisé l'auteur du commentaire. Plus tard dans la semaine, Kim rend visite à un prêtre qui connaissait Kang lorsqu'il était enfant. Le prêtre se souvient que le juge était un enfant calme avec une nature sombre et mélancolique. Un jour, un oiseau est entré dans la salle de classe et lorsqu'il a atterri devant son camarade de bureau, Kang l'a tué. Après cela, il a été ostracisé et traité de monstre. Les enfants riches et pauvres de la classe ont commencé à le harceler. Après quelques jours, les affaires des enfants riches ont commencé à disparaître, et les enfants pauvres ont été accusés à tort. Kang regardait depuis le dernier banc tandis qu'une bagarre éclatait parmi les élèves. Cette nuit-là, Kim se précipite dans le bureau de Kang pour récupérer le dispositif d'enregistrement audio, mais il n'est plus sous le bureau. Juste à ce moment-là, le juge insaisissable émerge de l'ombre et laisse tomber le dispositif d'écoute. Mais avant que les deux hommes ne puissent se confronter, ils entendent un bruit de bip derrière une photo accrochée au mur. Kim se rend compte qu'il s'agit d'une bombe et se précipite pour plaquer Kang. Au moment où il le fait, le mur explose et ils sont projetés en arrière alors que les fenêtres en verre éclatent.